Député. La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe 2RDP pour 15 minutes, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous savons ce gouvernement attaché aux droits de l'homme, aux valeurs républicaines, et votre projet de loi vise à l'équilibre entre deux nécessités. D'une part, ne pas admettre l'entrée et le séjour irréguliers sur notre territoire. D'autre part, garantir un traitement digne et des procédures équitables aux étrangers dont le droit au séjour est en cours de vérification, en se gardant de toute dérive xénophobe à fin électoraliste, comme cela fut le cas naguère. Toutefois, l'équilibre entre ces deux impératifs peut être encore amélioré. Tel est l'objectif des amendements du groupe 2RDP. La loi du 16 juin 2011, promulguée sous le quinquennat précédent, a porté, on le sait, de 2 à 5 jours le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention. Il importe de ramener ce délai à 2 jours, à 48 heures, comme auparavant. L'article 66 de la Constitution, on le sait bien, dispose « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi, même si la retenue, expression assez euphémique, que ce projet de loi institue n'est pas exactement une détention, l'étranger ainsi retenu subit une mesure privative de liberté. Il faut donc qu'il puisse disposer d'un accès rapide au juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire un magistrat de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, donc au terme même de la Constitution. En l'état actuel du droit, seul ce magistrat est en mesure de contrôler la légalité de la procédure engagée et, au besoin, de sanctionner l'irrégularité de celle-ci par une annulation et une remise en liberté immédiate. Depuis la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, beaucoup d'étrangers ont été reconduits dans ce nouveau délai de 5 jours sans avoir pu bénéficier d'un contrôle de légalité de la procédure dont ils ont fait l'objet. Il importe donc de revenir au délai de 48 heures et de garantir l'accès effectif au juge. Le 28 novembre dernier, la commission des lois a été saisie d'un amendement de notre collègue Matthias Felk qui visait précisément, et il le rappelait tout à l'heure, à ramener le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention de 5 jours à 48 heures. Mais comme vous le savez, cet amendement a été finalement retiré. Le gouvernement s'étant engagé à traiter cette question dans un texte qui sera examiné au Parlement en 2013. Pour ma part, je juge pourtant préférable de maintenir un tel amendement, car ce qui est en jeu, c'est une restriction à la liberté fondamentale d'aller et de venir. L'on ne peut donc attendre pour modifier ces dispositions de la loi de 2011 que soit achevé le travail de réforme du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le législateur n'a pas vocation à temporiser, à procrastiner, à remettre au lendemain. Il n'a pas à s'autoriser l'indécision, l'irrésolution, quand il s'agit d'assurer le respect d'un droit fondamental. Un autre de nos amendements portait sur l'assistance d'un avocat et le fait que le texte initialement ne comportait pas les mêmes garanties que pour le gardé à vue. Cet amendement a été satisfait par les travaux de la commission s'étant déroulés ce matin, donc je ne l'évoque pas davantage, même s'il n'y a pas identité intégrale entre les droits du gardé à vue et ceux du retenu, mais enfin il y a un progrès significatif sur ce domaine. À propos de ce texte sur la vérification du droit au séjour, il importe d'évoquer une question voisine très regrettable. L'interpellation en préfecture des étrangers en situation irrégulière.
Souvent, les services convoquent ceux-ci à la préfecture en leur laissant croire qu'il s'agit de réexaminer leur situation administrative, alors que cette convocation vise en réalité à permettre leur interpellation au guichet en vue d'un éloignement forcé. Cette pratique piégeuse est autorisée et réglementée par une circulaire du 21 février 2006, signée conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice alors en fonction, c'est-à-dire M. Nicolas Sarkozy et M. Pascal Clément. Cette circulaire relative aux conditions d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière a été curieusement validée par le Conseil d'État dans un arrêt Ligue des droits de l'homme rendu le 7 février 2007. Pourtant, la veille même, le 6 février 2007, la Cour de cassation avait condamné cette manœuvre visant à abuser la personne convoquée pour pouvoir procéder à son éloignement forcé. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, cette interpellation constitue une pratique déloyale, contraire à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales ». Ainsi, le 5 février 2012, dans l'affaire Conca contre Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé incompatible avec l'article 5 que, je la cite, « l'administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation irrégulière, dans le but de tromper des personnes, même en situation irrégulière, sur le but d'une convocation pour mieux pouvoir les priver de leur liberté. » Il est donc grand temps d'abroger cette circulaire indigne du 21 février 2006, circulaire indigne, contraire aux arrêts de la Cour européenne et de la Cour de cassation. À défaut de le faire aujourd'hui, nous comptons sur le gouvernement pour l'abroger en 2013 dans le cadre de la refonte du CESEDA. Dernier point, l'article 622.1 du CESEDA définit et sanctionne le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier des étrangers et le sanctionne d'un emprisonnement de 5 ans, excusez du peu, et d'une amende de 30 000 €. Toutefois, en la matière, on le sait bien, il existe 2 immunités. Une immunité dite familiale, instituée par la loi du 22 juillet 1996 et dont le champ d'application a été étendu par la loi du 11 mai 1998. Selon ce dispositif, ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide qui est apportée par un parent de l'étranger ou bien par le conjoint de ce parent ou encore par le conjoint de l'étranger. En revanche, comme le souligne l'étude d'impact, cette immunité ne concerne pas les membres de la famille du conjoint. Seul le conjoint lui-même est visé sans que ses attendants, non plus que ses frères et sœurs, le soient également, et bien qu'il puisse s'agir de personnes proches de l'étranger concerné, comme un beau-père ou une belle-sœur. Il importe donc de rationaliser le régime actuel des immunités familiales, tel qu'il figure à l'article L622.4 du CESEDA. Le texte adopté par le Sénat et précisé par notre commission des lois étend donc le champ des immunités familiales aux membres de la famille du conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs. Second type d'immunité, une immunité de type humanitaire, consacrée par les lois du 26 novembre 2003 et du 16 juin 2011. Le texte aujourd'hui en vigueur, on le sait, exempte de poursuites pénales toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché était face à un danger actuel ou imminent nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. Il convient en effet de distinguer les agissements du type de ceux des passeurs et les actes de solidarité des organisations, des organismes sociaux, des associations humanitaires, et au-delà de tous ceux qui ont pour seul but d'apporter une aide à des personnes en proie au dénuement. Bref, ceux qui apportent une assistance sans aucune contrepartie et accomplissent des actes de solidarité envers des personnes en grande difficulté. La rédaction proposée par la Commission des lois marque donc une double avancée. D'une part, cesser de limiter
le régime de l'immunité humanitaire aux seules situations d'urgence, d'autre part faire que toutes les actions de type secourable les intéressés puissent effectivement entrer dans le champ de l'immunité humanitaire, au-delà des seules aides énumérées par l'article 622.4 du CESEDA. Le Sénat y a ajouté les prestations de soins médicaux, tout en maintenant le principe de l'énumération des aides apportées, pour éviter les inconvénients pouvant résulter, le cas échéant, d'une énumération limitative des prestations concernées. Notre commission de loi a complété le texte voté par le Sénat en y ajoutant la référence, on le disait, à toute aide visant à préserver la dignité ou l'insécurité physique. Cette extension du champ de l'immunité humanitaire est une avancée très nécessaire. En effet, il faut en finir avec ce qu'on appelle souvent le délit de solidarité, avec les sanctions dont sont passibles ceux qui aident les personnes en détresse sans aucune contrepartie directe ou indirecte. La solidarité ne peut être un délit. En réalité, le degré de civilisation d'une société se mesure à l'assistance ou à la protection qu'elle accorde aux plus faibles et aux plus vulnérables, parmi lesquels figurent naturellement les migrants. L'altruisme, la compassion, l'empathie ne peuvent être considérés comme des infractions et il n'est jamais acceptable que la loi pénale contredise la loi morale, surtout si elle remonte à 3 millénaires, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. On connaît, le ministre de l'Intérieur le connaît particulièrement, puisqu'il est aussi ministre des cultes, la prescription du Lévitique, que je cite, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, ne le maltraitez pas, il sera comme un de vos compatriotes et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. » L'hospitalité, la charité, la solidarité sont inscrites dans la tradition judéo-chrétienne et au-delà dans la tradition laïque et humanique. D'ailleurs, qu'on veuille bien s'en souvenir, le troisième terme de la devise républicaine, rappelé à l'article 2 de la Constitution, est la fraternité. La fraternité, pas l'intolérance à autrui, pas la xénophobie, surtout si elle est utilisée à des fins électoralistes. Le très regrettable débat sur l'identité nationale, organisé par le pouvoir précédent en 2009, a instillé l'idée que les immigrés, voire les Français issus de l'immigration, mettrait en péril l'identité de notre pays. Pourtant, plusieurs étrangers ou fils d'étrangers ont apporté beaucoup à la France, à sa tradition, à son histoire, en servant leur nouvelle patrie de manière exemplaire. Né à Cahors d'un père italien, Léon Gambetta ne peut acquérir la nationalité française qu'en 1859, à 21 ans. 11 ans après, en 1870, à l'âge de 32 ans, il est ministre de l'Intérieur et organise la défense de la patrie. En février 1944, les 23 résistants de l'affiche rouge sont fusillés au Mont Valérien. Ils s'appelaient Manoukian, arménien, Reimann, polonais, ou Bokchov, hongrois, et ils sont morts pour la France. Au soir du 24 août 1944, le détachement de la 2e DB, commandé par le capitaine Drone, entre le 1er à Paris pour le libérer. 80% de ses membres, 80%, sont des républicains espagnols. Ces hommes venus d'ailleurs ont contribué à faire la France et à écrire son histoire, l'histoire d'une république qui doit redevenir main tendue et espoir partagé. Merci, Monsieur le Président.